80 ans passés, Sylvie Vartan ne se contente pas de contempler un héritage artistique monumental que nul ne songerait à contester. Pourtant, l'icône qui s'avance aujourd'hui sous les projecteurs n'est plus seulement la jeune fille yéyé, insouciante des années 60, mais une femme portant les stigmates invisibles d'une profonde blessure. C'est une mère outrée, blessée dans sa chair, qui a finalement choisi de faire voler en éclats les digues d'un silence devenu trop lourd à porter. Durant de longues années, par une pudeur extrême et un respect absolu pour la mémoire de Johnny Hallyday, elle s'était imposée un mutisme strict, laissant les rumeurs les plus folles courir et l'histoire officielle s'écrire sans sa voix. Mais désormais, l'heure de la vérité a sonné et le temps de la résignation est révolu. Son ton est d'un calme olympien, son regard d'acier ne scille pas, et chaque phrase qu'elle prononce semble avoir été taillée au scalpel pour disséquer et réparer ce qu'elle vit comme une injustice historique majeure. Je ne peux absolument pas imaginer pas une seconde que Johnny ait pu renier son propre sang de son plein gré, affirme-t-elle, avec une gravité tranquille qui contraste violemment avec le vacarme et le chaos médiatique environnant. Cette déclaration résonne comme un véritable coup de tonnerre, dans tout l'hexagone ébranlant les certitudes. Sylvie ne joue plus ici le rôle convenu de la première épouse nostalgique. Elle se mue en témoin moral inflexible d'une époque révolue. Elle expose sans phare et sans artifice les coulisses glaçantes d'une fin de vie où l'image de l'idole a été selon elle ternie et manipulée par des mains extérieures peu scrupuleuses. Elle raconte avec précision les tensions palpables et les malentendus, soulignant que derrière les sourires de façade affichés sur papier glacé dans la presse, People se cachait une réalité bien plus sombre et tourmentée. Sa démarche n'est pas une vengeance aveugle, c'est une mise au point vitale pour l'honneur de sa lignée. Cependant, la véritable violence de son propos réside surtout dans ses silences et ce qu'elle choisit délibérément de ne pas nommer. Elle fait preuve d'une retenue glaciale, presque effrayante. Lorsqu'un journaliste ose prononcer le nom de Laetitia Hallyday, le visage de Sylvie se ferme hermétiquement comme une porte de prison. Elle lâche alors un mot, un seul sec tranchant et sans appel joker. Ce refus obstiné de commenter est pire qu'une insulte directe. C'est une négation totale et absolue de l'existence de l'autre. Derrière cette pudeur apparente bouillonne une colère ancienne froide et inextinguible. Le public français, qui attendait fébrilement depuis la mort du taulier que sa première reine prenne enfin la parole, découvre une femme qui ne cherche ni le scandale à tout prix, ni la gloire personnelle, mais qui trace une ligne de démarcation définitive entre ceux qui ont aimé Johnny pour l'homme qu'il était et ceux qui gèrent désormais son empire financier. Le 5 décembre 2017, le cœur de la France a cessé de battre à l'unisson avec celui de Johnny Hallyday dans sa demeure de Marnès-la-Coquette. L'émotion est alors nationale, presque religieuse, figeant le pays entier dans un deuil sacré et une communion rare. Pourtant, à peine les larmes des fans ont-elles commencé à sécher qu'un second séisme bien plus violent et destructeur vient fracasser l'unité familiale de l'idole. La révélation du contenu du testament rédigé en Californie fait l'effet d'une bombe atomique. Laetitia hérite de l'intégralité du patrimoine des droits d'auteur colossaux aux souvenirs les plus intimes et personnels. David Hallyday et Laura Smith. Les enfants aînés et naturels sont rayés de la carte effacée, purement et simplement de la succession, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pour Sylvie Vartan, c'est un choc d'une violence inouïe, un traumatisme. Elle apprend l'impensable devant son écran de télévision, reléguée au rang de simple spectatrice d'un drame qui la touche pourtant au plus profond de son ADN. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu, confie-t-elle dévastée, mais conservant une lucidité redoutable. À ses yeux, cette décision testamentaire est une aberration totale, une anomalie contradictoire avec l'âme même et la générosité légendaire de Johnny. L'homme qu'elle a passionnément aimé, celui avec qui elle a traversé les tempêtes et la fureur de la jeunesse, était certes capable de tous les excès, mais jamais d'une telle cruauté envers son propre sang. Effacer ses enfants, les priver de leur droit moral sur son œuvre, ne peut être selon elle que l'œuvre d'une main extérieure malveillante et calculatrice.
Dès lors, la thèse de la manipulation psychologique s'impose à elle, comme une évidence douloureuse mais incontournable. Sur la fin, Johnny n'était plus le maître de son propre destin. Sylvie sort alors de sa réserve légendaire, se transformant en une lionne prête à tout pour défendre l'honneur et les droits de son fils. J'ai beaucoup de mal à croire que Johnny ait pu réécrire son histoire, ainsi lance-t-elle sur le plateau de France, provoquant une véritable déflagration médiatique dans le pays. Elle suggère avec une élégance sémantique qui rend l'accusation encore plus tranchante que le rocker affaibli par la maladie et les doses de morphine a été lourdement influencé par un entourage intéressé. Le clan Halliday se fracture définitivement en deux camps irréconciliables. Il faut comprendre que Sylvie ne se bat pas pour des millions d'euros, mais pour une vérité humaine fondamentale. Ce testament n'est pas celui de son cœur. Pour elle, renier David, c'est renier une partie de soi-même. Et si Johnny a apposé sa signature sur ce papier, c'est qu'il n'était déjà plus lui-même. Cette guerre intestine s'installe alors dans la durée, transformant la tragédie familiale en une guerre froide, impitoyable et usante. Elle ne s'invective pas toujours bruyamment dans les couloirs des tribunaux. Non, l'affrontement est plus insidieux, plus psychologique. Chaque geste est scruté à la loupe. Chaque absence est interprétée comme un message codé. Chaque silence devient une arme de destruction massive. Leurs regards ne se croisent jamais, mais leurs ombres planent l'une sur l'autre dans une danse médiatique macabre et incessante. Sylvie, sans la moindre hésitation, rejoint la tranchée de David et Laura. Fait totalement inédit dans l'histoire du show business français, elle trouve une alliée de circonstance en la personne de Nathalie Baye. Ces deux femmes que tout opposait autrefois dans le cœur du rocker forment désormais un front uni face à ce qu'elles perçoivent comme une spoliation morale et financière, martelant que le Johnny qu'elles ont chéri n'aurait jamais voulu une telle déchirure familiale. De son côté, Laetitia défend sa forteresse avec une détermination farouche. Dans les colonnes de Paris Match, la veuve contre-attaque, assurant que son mari était parfaitement lucide jusqu'au bout et qu'il a agi en homme libre pour protéger l'avenir de ses plus jeunes filles, Jade et Joy. Ces mots sont pesés au millimètre, sa communication est verrouillée par des experts. Mais derrière le vernis du calme officiel, on devine la rage contenue d'une veuve qui se sent assiégée de toutes parts. Sylvie ne fléchit pas. Elle ne parle pas en ex-femme aigrie, mais en véritable gardienne du temple. Elle rappelle inlassablement le sens aigu de la famille qu'avait l'idole, rendant la version de Laetitia inaudible pour une grande partie du public historique. Le conflit dépasse alors largement le cadre privé pour devenir une bataille culturelle. Deux visions de la France s'affrontent. D'un côté, Sylvie incarne la nostalgie dorée des années 60, l'authenticité brute, le rock suintant et l'amour sans calcul. De l'autre, Laetitia représente une ère plus moderne, américanisée, faite de gestion d'images pointues et de contrôle marketing absolu. Dans ce duel feutré entre le cœur et le droit, la fracture devient abyssale, impossible à combler. Et au centre de ce champ de ruines affectifs, Johnny reste désespérément muet, tiraillé jusque dans la mort, entre celles qui l'ont aimé, chacune revendiquant la seule vérité qui vaille celle de la mémoire émotionnelle ou celle de la légalité stricte. L'hommage organisé en septembre sur l'esplanade de Bercy devait être un moment de communion nationale. Il fut au contraire le théâtre cruel d'une fracture irréparable aux yeux de tous. Sous la baguette de Laetitia, maîtresse absolue du protocole, une statue monumentale est dévoilée, une Harley-Davidson, perchée étrangement sur un manche de guitare. L'image se veut rock et éternelle, mais pour une partie du clan historique et des fans de la première heure, elle sonne terriblement faux. La veuve rayonne impeccable face aux objectifs, mais une absence hurle le malaise ambiant. David n'est pas là. Si l'invitation a été officiellement lancée par le service de presse, les blessures sont bien trop vives pour jouer la comédie hypocrite de la famille recomposée devant les caméras du monde entier. La réaction de Sylvie Vartan ne se fait pas attendre, et comme à son habitude, elle est cinglante de vérité. Avec un détachement glacial, elle confie à la presse « Je ne vois pas à quoi cela rime franchement.
Pour elle, cet assemblage métallique est clinquant artificiel, situé à des années-lumière de la simplicité rustique et de la pudeur réelle de l'homme qu'elle a aimé. Là où Laetitia voit un symbole de liberté et de route, Sylvie ne voit qu'un décor de parc d'attractions, une mise en scène marketing qui trahit l'âme du rocker. Le désaccord n'est pas seulement esthétique, il est fondamental. Qui détient la vérité de Johnny Sylvie forte de 15 années, de passion fondatrice et de galères communes, revendique la mémoire intime, celle des débuts. Laetitia, armée de ses droits juridiques, impose la mémoire publique. Dès lors, tout dialogue devient superflu. Sylvie entre en résistance passive, mais ferme. Elle boycotte systématiquement les expositions, les événements mondains et même les albums posthumes orchestrés par la veuve. Elle refuse catégoriquement que le nom Halliday soit transformé en simple marque commerciale, que son souvenir devienne un spectacle permanent, vendu au plus offrant. Pour elle, Johnny aimait la vérité brute d'une chanson enregistrée à minuit dans la fumée d'un studio. Il aimait la spontanéité d'un rire franc, pas les hommages tapageurs et millimétrés par des agences de com'. En rejetant ces célébrations officielles, Sylvie tente désespérément de sauver le Johnny du réel face au Johnny du mythe préfabriqué. Janvier 2026, sonne l'heure des adieux définitifs. Après 60 ans d'une carrière vertigineuse, Sylvie Vartan monte une dernière fois sur les planches du Palais des Congrès. L'instant est suspendu, chargé d'une nostalgie palpable qui étreint la salle. Ce n'est pas seulement une artiste qui tire sa révérence, c'est tout un pan de l'histoire sentimentale de la France qui se clôt sous nos yeux. Naturellement, l'ombre de Johnny plane sur la salle omniprésente. Elle évoque leur début, cette fureur de vivre qui les animait. Et lorsqu'elle entonne « J'ai un problème », ce duo mythique de 1973, le public retient son souffle, les larmes aux yeux. C'est un dernier fil invisible tendu entre le monde des vivants et l'au-delà ressuscitant un passé que la mort n'a pas su effacer. Mais le plus assourdissant dans cette célébration de l'amour reste ce qu'elle tait obstinément. Pas une syllabe, pas une allusion à Laetitia. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une frontière infranchissable, tracée entre la mémoire partagée et celle qu'elle a décidé d'ignorer totalement. La démonstration de force symbolique atteint son paroxysme quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie des victoires de la musique. Sylvie reçoit une distinction d'honneur pour l'ensemble de son œuvre et la mise en scène est lourde de sens. C'est un moment fort, c'est David, son fils, qui lui remet le trophée. Sous les projecteurs, l'étreinte entre la mère et le fils est longue, intense, presque fusionnelle. Pour les observateurs avertis, cette image vaut 1000 discours juridiques. C'est une revanche silencieuse, une transmission sacrée qui s'opère sous nos yeux émus. Dans ses remerciements, Sylvie parle de passion, de fidélité à soi-même et salue ceux qui l'ont accompagnée loyalement sans jamais dévier de leur route. Dans cette fresque sentimentale et familiale, l'absence de Laetitia n'est pas un simple oubli logistique, c'est une excommunication mondaine, un choix délibéré et impérial. C'est comme si Sylvie, du haut de sa stature, voulait graver dans le marbre que la véritable dynastie de l'idole ne se transmet pas par des actes notariés contestés, mais par l'ADN artistique et le sang qui bout dans leurs veines. Ce soir-là, une sérénité presque aristocratique illumine ses traits. Elle n'est plus dans la justification ni dans la lutte. Le tribunal de l'opinion publique et l'histoire de la chanson française ont déjà rendu leur verdict en sa faveur. L'estocade finale d'une élégance cruelle se joue sur le plateau de l'émission « Quelle époque » sur France 2. Dans une ambiance faussement légère où les images défilent, Sylvie se prête au jeu avec une classe folle. Face au cliché de Johnny période yéyé, son regard s'attendrit brillant d'une nostalgie amoureuse palpable. Elle évoque avec émotion leur complicité fusionnelle, les fous rires d'une ère dorée. Elle a un mot courtois pour son épouse actuelle, une révérence pour la grande Barbara. Mais lorsque le portrait de la veuve de Marnès la coquette apparaît à l'écran, l'atmosphère du studio change instantanément, comme si l'oxygène venait à manquer. Léa Salamé, sentant la tension monter, suspend son souffle en attendant la réaction. Le visage de Sylvie se fige, devenant un masque de marbre impénétrable.
Elle laisse s'installer un silence pesant, lourd de sens, avant de prononcer ce mot qui claquera comme une sentence définitive Joker. Pas de scandale, pas de diatribe acrimonieuse, juste une fin de non-recevoir glaciale. Elle exige de passer à la suite sans attendre. Ce Joker n'est pas une échappatoire, c'est une guillotine de velours. C'est une façon royale de signifier cette personne est en dessous de tout. Elle ne mérite ni mon courroux, ni même le son de ma voix. Elle est rayée de la carte purement et simplement. En une fraction de seconde, Sylvie annihile l'existence de Laetitia dans sa propre galaxie, avec une violence feutrée qui laisse l'assistance totalement médusée. Sur la toile et les réseaux sociaux, l'extrait se propage comme une traînée de poudre. Si certains y voient le summum du chic parisien, d'autres y décèlent une rancœur éternelle. Pourtant, pour les observateurs avisés, le message est cristallin. Cette guerre ne s'achève pas par un traité de paix, mais par un mépris souverain. Ce silence assourdissant referme le livre pour de bon. Fini les piques par presse interposée, fini le feuilleton judiciaire. Sylvie a remporté la bataille de l'image et de la dignité. Elle laisse à Laetitia la gestion du patrimoine immobilier et des dettes préférant emporter avec elle le trésor inestimable, la mémoire du cœur intouchable et sacré. Deux légendes parallèles cohabitent désormais en 2026, sans jamais se croiser. D'un côté, la veuve légale gardienne des clés, et de l'autre, la première reine gardienne de l'âme. Au centre de ce duel, l'ombre du taulier figé dans son statut de mythe semble enfin trouver la paix. Par ce geste ultime, Sylvie Vartan n'a pas seulement blindé son passé, elle a signé le générique de fin de sa propre main, sans cri, ni fureur armée, seulement de la force tranquille de sa légitimité. Cette chronique intense décrypte comment Sylvie Vartan a brisé le silence pour transformer un deuil intime en une croisade publique pour l'honneur et la vérité historique. Depuis le séisme de la révélation du testament déshéritant David jusqu'à la guerre froide médiatique avec le clan de Laetitia, ce récit explore le fossé infranchissable entre deux mondes, la gardienne de la flamme artistique incarnée par Sylvie et la gestionnaire de la marque Halliday, orchestrée par Laetitia. En boycottant ostensiblement les hommages officiels, tout en livrant des adieux à la scène bouleversant, Sylvie a réaffirmé la primauté des liens du sang sur les liens contractuels. L'histoire atteint son paroxysme avec cet ultime joker télévisuel, un silence qui efface symboliquement l'adversaire. C'est l'histoire d'une rivale devenue fantôme et d'une victoire morale éclatante, remportée non par le bruit, mais par une dignité inébranlable.